Bien, bonjour à tous et à toutes pour cette table ronde. Donc, ce sera un moment qu'on va échanger ensemble. Si on a un petit peu de temps, peut-être un moment de questions-réponses aussi avec ceux qui sont présents et présentes. Et je vais faire un petit tunnel. Veuillez m'excuser, mais j'ai envie de bien présenter nos invités. Et du coup, on va faire des petites bios pour chacune, chacun. Et c'est parti. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? On va commencer par la droite. Steve. Alors Steve Tran, que vous voyez là. Et le petit frère de Jean-Claude Tran, qui est aussi acteur, qui est aussi un pionnier des Asiatiques acteurs en France, donc qui représente un peu les Asiatiques en France. Alors Steve a commencé très jeune, il a commencé à la télé à l'âge de 13 ans, dans un film qui a été écrit par un Chinois d'ailleurs, où le casting était en chinois. Et à 13 ans, c'était en quelle année en fait? C'était en 99. 99. Donc c'était aussi un pionnier aussi dans... C'était en 99. On ne demande plus les années maintenant. C'est juste parce que c'est Steve. Ok, j'arrête, pardon. D'accord, j'arrête. Alors, dans son parcours, il a été dans Cité Rose en long métrage, réalisé par Julien Abraham. Non, c'est ça? Et Neuilly sa mère aussi? C'était Jamel Ben Salah. Jamel Ben Salah, ouais. Neuilly sa mère et Made in China aussi par Julien Abraham. On l'aperçoit dans Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Dans Fountain of Youth, que vous avez vu là tout à l'heure, de Guy Ritchie, qui est son dernier projet et le projet international dans lequel il a participé et c'est ce qui nous intéresse un peu aujourd'hui. Il réalise Boom Boom, un court-métrage en 2010 avec Sébastien Kong, avec qui il le co-réalise, et Je suis personne en 2022. Et comme ça a bien marché la première fois, eh bien, il l'a aussi co-réalisé avec Sébastien Kong. Voilà, on va continuer après à discuter de ton parcours et voilà, si tu as des choses à dire, on va pouvoir discuter. Voilà, je te laisse la place. On est là pour ça. Du coup, dans l'ordre, alors, Claire Tran, toi, tu es née à Londres d'une maman française et d'un père vietnamien. Donc, on a un beau panel viet aujourd'hui. Tu as d'abord fait tes études de danse au Conservatoire national supérieur de Paris. Et donc, tu as commencé ta carrière en tant que danseuse. Donc, on va en parler rapidement quand même. Oula. Et du coup, tu es devenue ensuite comédienne. Et en 2014, tu fais partie de la sélection des talents Adami Cinéma. Et tu as notamment tourné pour pas mal de réalisateurs et réalisatrices, dont Claire Denis, Luc Besson, Jérémy Minuit, Olivier Assayas, Michael Hers et plein d'autres. Et tu fais aussi du théâtre. Donc, au théâtre, tu fais partie de la troupe d'Alexis Michalik, quand même une magnifique troupe, et tu as joué dans la pièce Une histoire d'amour depuis 2022. Voilà, merci d'être ici avec nous. Tu veux faire quelqu'un d'autre ou pas? Je vais enchaîner du coup. Là j'ai une longue et grande bio, mais ça vaut le coup d'en parler en détail. Lindan Pham, merci d'être là. Tu as fait tes premiers pas, donc on a vu un extrait de ce film, Indochine de Régis Varnier, avec Catherine Deneuve, et pour lequel tu as été nommée au César du meilleur espoir féminin. Tu as commencé fort. Tu t'installes ensuite à New York et tu suis des cours de la méthode Actor Studio au Lee Strasberg Theatre and Film Institute. De retour en France, tu reprends ta carrière de comédienne et tu enchaînes les tournages avec les films Les Mauvais Joueurs de Frédéric Balecgian, puis De Battre mon cœur s'est arrêté, qu'on a également vu, de Jacques Audiard avec Romain Duris. Et ça te vaut également un César du meilleur espoir féminin, 13 ans après la première nomination pour ce même prix. Bravo. Et donc tu retrouves à nouveau Régis Varnier pour Pars vite et reviens tard. Puis tu apparais dans des films comme Dante 01, Le bruit des gens autour ou Tout ce qui brille. Et on te retrouve ensuite dans Ninja Assassin de Jake McTagg, Mr. Nobody de Jaco Van Dormael, Le bal des actrices de Maïwen.
15 sang impur d'Abdel Raouf Dafri, et tu fais aussi des séries. Côté série, on t'a découverte dans Mytho, Fête des gosses, Hors de lui ou Last Days of the Space Age. Tu as partagé l'affiche du magnifique film Blue Bayou de Justin Shawn et Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, tout récemment. En 2023, tu es passée derrière la caméra, donc en tant que réalisatrice, et tu as réalisé ton premier court-métrage, Nos Urgences, présenté au Festival du film de Cannes. Avec la David. Et prochainement, on te verra dans le rôle d'une riche veuve passionnée de chasse, aux côtés de Nils Schneider, Ramzi Bedia et Déborah François dans Les Tourmentés de Lucas Belvaux. Et également une sorcière pour Alexandre Astier dans Kaamelott. Hâte de voir ça. Bravo. Et enfin, Léana Cha, une actrice d'origine chinoise, vietnamienne et cambodgienne. Tu t'es fait connaître avec le court-métrage dont on a vu un extrait, Mintam, de Vincent Maury, et tu as remporté plusieurs prix d'interprétation grâce à ça. En 2019, bravo, c'est vrai. On peut applaudir. En 2019, tu incarnes Thuy dans 14 jours, 12 nuits de Jean-Philippe Duval, un rôle qui te vaut une nomination au prix Écran canadien. J'aime bien quand on applaudit. Bravo à toi. Et en 2023, tu joues Tathan dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, un rôle très physique et très intense. T'apparais aussi dans The Creator de Gareth Edwards et tu incarnes Foufen, la sublime Foufen, dans La cuisine des Nguyen, une super comédie musicale de Stéphane Lee Kyung. Et en ce moment, tu es en tournage pour la série GIGN de Julien Leclerc sur Netflix et tu seras dans le prochain film de Yann Gozlan avec Pierre Ninet. Merci d'être là. J'ai oublié de rajouter que Steve fait aussi du stand-up. Donc il a un spectacle qu'il a joué pendant 2 saisons qui vient de se terminer. Et il reprend au mois de septembre. C'est un spectacle qui est très personnel, qui parle de tout ce qu'on va se dire ce soir, je pense, un petit peu. Mais pas que. Et il faut aller le voir parce que c'est un vrai moment où on peut se reconnecter avec nous-mêmes. En riant, oui, et en l'ayant en face de nous en reflet en fait, et c'est assez impressionnant. Voilà. Merci. Super. Et tu reprends, je crois, en septembre, voilà. À la Divine Comédie. Une autre salle peut-être, donc on en parlera. Du coup, on va commencer les questions sur toutes ces belles carrières. Donc, ce qu'on aimerait savoir en tout premier, c'est comment ça a commencé. Est-ce que c'était un rêve d'enfant depuis toujours? Est-ce que vous avez évolué dans un milieu artistique? Ou est-ce que vous êtes tombé dessus? Un peu comment tout ça a débuté? Parce que vous avez un peu des chemins assez différents finalement. Ça a commencé à cause de mes parents, en fait, qui sont là. Les coupables. Parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment été empêchée. Moi, je voulais être médecin pédiatre. Donc, rien à voir avec le fait d'être ici aujourd'hui. Et mon père a vu en fait une petite annonce dans le 13e. Dans le 13e, dans un restaurant où on n'était jamais allé, où on n'est jamais retourné d'ailleurs parce que c'était pas bon. Donc, je le nommerai pas. Mais à la sortie, il y avait cette petite annonce où il s'était écrit cherchant jeune fille pour un film au Vietnam avec Catherine Deneuve. Et en fait, le rêve de mes parents, c'était toujours de retourner au Vietnam. Et donc, il a pris le numéro et il m'a défié. Il a dit, vas-y, appelle. Et moi, ça m'intéressait pas du tout. À tel point que le lendemain, quand j'ai parlé à mes meilleures amies, j'ai dit, mon père, il est fou. Il veut que j'appelle ce truc-là, je sais pas ce que c'est, un casting au Vietnam. Et elle me dit, mais non, mais c'est toi qui es folle. Et je vais prendre le rendez-vous pour toi. Donc, j'ai même pas appelé. Hein. C'est elle qui a appelé pour moi. Et je me suis retrouvée donc, à passer des essais avec Pierre Mzalag, qui était un grand directeur de casting à ce moment-là et qui n'est plus avec nous, malheureusement. Mais c'était pas grand-chose. C'était comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais. Juste pour voir, en fait, je pense, comment je me comportais devant une caméra, quoi. Et là, pas de nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, bien sûr, l'ego commence à rentrer en jeu. Ah, mais
pourquoi ils m'ont pas prise? J'étais pas assez bien, j'ai pas assez dit ce qu'il fallait, blablabla. Et puis au bout de 2 mois, quelqu'un m'appelle, me dit voilà, je vous appelle de la part de Régis Vernier, le réalisateur donc d'Indochine, il aimerait vous voir pour des essais. Et j'étais d'une naïveté totale parce que je n'ai même pas demandé à mes parents, j'ai dit bah je peux pas, je pars en vacances et en plus on déménage. Donc non, je peux pas. Et là, comme vous, il a fait ah bon vous êtes sûr parce qu'on est sérieux, c'est une production sérieuse. J'ai dit bah non, je peux pas. Donc je raccroche, je pars en vacances aux États-Unis avec mes parents, on déménage aux Pays-Bas. Et là, heureusement, on avait laissé un répondeur automatique, je sais pas. Et donc il y a eu un message qui disait quand vous pourrez, vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, parce qu'on aimerait bien vous voir. Et en fait, ils ne trouvaient pas. Ils avaient vu, je pense, 500 personnes dans tous les pays francophones. Puis ensuite, ils se sont dit, peut-être, on va la doubler. On va trouver quelqu'un qui parle vietnamien ou anglais. Et voilà, je me suis retrouvée, on a rappelé, je me suis retrouvée aux essais avec mon papa et avec ma grand-mère, qui, pendant que moi, je passais les essais avec Régis Vernier, s'est fait caster. Donc c'est une histoire de famille. Hein. Ma grand-mère joue ma belle-mère dans le film. Et ouais. Et ma mère aussi a dû prendre la décision. Elle n'a pas joué, mais c'est elle qui a donné l'aval, hein, qui a dit oui, parce que en fait, comme vous le savez, dans n'importe quelle famille, et plus dans une famille d'immigrés, les études, la stabilité, c'est très très important, c'est primordial, c'est essentiel. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé partir. Avec mon papa comme chaperon quand même. Mais donc voilà, et donc c'est pour ça que je les inclus dans ce genre d'événements, parce que c'est grâce à eux que je suis là. Alors, merci d'avoir partagé ça avec nous, parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'entre nous, enfin moi en tout cas, j'avais pas l'histoire, je savais pas comment, tu vois, et c'est une question que je me suis toujours posée, donc depuis le temps que je suis acteur, je m'intéresse à vous tous, évidemment, et d'autres. Et ça a toujours été une question on n'a pas eu l'occasion en fait d'en parler. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vraiment. Après, c'est vrai que tu as parlé d'une absence de 13 ans. C'est vrai que quand je suis revenue, on a eu une conversation quand même et on s'est dit, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas si c'est ce que je veux faire. Donc en fait, on a eu un deal. Tu passes ton bac, tu fais des études, tu travailles 1 an, j'ai travaillé 3 ans. Et après, voilà, je suis revenue plus forte dans ma décision. En fait. Donc la sécurité quand même du diplôme. Oui, et puis j'étais pas sûre. Donc en fait, j'ai eu besoin de ce temps de maturation, on va dire. Et quand tu as été sûre, après tu t'es dit, ok, je vais me former, c'est ça? Je vais me former, je suis partie à New York. Faire l'histoire de cinéma, c'est vrai. Super, en tout cas, merci beaucoup. Et moi, du coup, je vais peut-être avoir une question. Je ne sais pas si c'est possible de poser une question à tes parents, vite fait ou pas. Est-ce que le micro va jusque-là? En vietnamien, du coup. Mais pas du tout, ils parlent français, anglais. Je pense qu'on est tous assez nombreuses à avoir des parents qui rêvent d'une carrière de médecin, avocat, une carrière qui rassure quand on a quitté un pays et qu'on veut le meilleur pour ses enfants. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous vous êtes dit, si c'est son rêve, on la suit? Comment vous avez franchi ce cap de se dire, let's go sur l'artistique alors qu'on ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait? Au début, quand c'est arrivé, on était aux Pays-Bas. Donc, avant ça, j'avais des collègues qui me disaient, mais t'es folle, tu laisses pas ta fille dans ce milieu-là, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles pour les actrices concernant leur métier. Alors c'est pour ça que quand ça s'est arrivé, j'étais aux Pays-Bas et donc elle était à l'école française aux Pays-Bas. J'hésitais, j'allais demander à la directrice pour savoir comment ça va marcher parce qu'elle était en première. Donc elle me dit ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer quelqu'un avec elle et tout comme ça. Puis après j'ai réfléchi, j'ai dit je me disais que c'était peut-être un rêve pour toutes les femmes, pour toutes les filles. Donc je ne vais pas refuser ça pour ma fille. Alors j'ai accepté.
Voilà, c'est pour ça, parce que je disais, moi, je voulais faire ça et elle a ça. Puis après, on a été très, très dur avec elle, parce que après, il faut passer le bac. Et une fois le bac, il faut pouvoir faire une étude universitaire, parce que le bac sans diplôme après, ça ne sert à rien. Et puis après le diplôme, elle a eu son marketing après avec l'université américaine, parce que c'est plus facile que les universités françaises pour pouvoir faire des films, parce qu'entre-temps, elle faisait beaucoup de films quand même, des séries de Coréens et tout. Alors, donc à ce moment-là... Oui, en fait, j'ai bifurqué. J'ai fait 3 mois de médecine et je me suis dit, ça va me bloquer 7 ans. Donc, je suis allée faire des études de commerce pour pouvoir travailler pendant les vacances, en fait. Et puis après, une fois le diplôme universitaire remis, ça ne sert à rien, un diplôme sans expérience professionnelle. Alors il faut que la tu négociation. fasses ça, voilà. Donc on a été très dur avec elle et elle a accepté, elle a continué et une fois après, elle voulait s'arrêter parce que dans son métier, parce qu'elle faisait travailler pour Montblanc, pour eux. Donc il y a beaucoup de questions commerciales et argent. Elle n'aimait pas, elle aimait l'art, le cinéma et tout. Elle voulait s'arrêter et puis elle était mariée. Et Non, mais en fait, non, ma maman, on va pas raconter ma vie personnelle. On va s'arrêter là. Mais en fait, oui, je m'ennuyais dans les affaires, en fait. Et en fait, alors que je vivais au Vietnam, que j'avais plus d'argent en France, les directeurs de casting me retrouvaient. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi pas y retourner, mais je veux le faire bien. Je veux comprendre mon métier. Je veux pas juste être une marionnette. Parce que c'est vrai que sur Indochine, j'étais un peu comme une marionnette. J'apprenais mon texte, mais je comprenais rien. J'étais contente d'être là, quoi. Et là, je voulais vraiment prendre... le pouvoir avoir une responsabilité, quoi, de connaître mon métier. Donc, je suis partie donc à New York. Super. Je voudrais dire qu'elle a été choisie et puis on était très, très, très heureux parce que il y avait beaucoup de candidates, mais pour être choisie, elle était la seule vietnamienne. Et c'était pour une affaire Indochine vietnamienne. On peut revenir. Donc, on était très contents pour ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une chance d'être... Parce qu'il y avait 500 et après, elle était Mais c'est vrai que choisie parmi 500 personnes, et finalement, ça a changé ta vie. Donc en fait, quand papa a vu cette annonce, ça a changé ta vie aujourd'hui. Tu vis de ton art et t'as fait des films magnifiques. Donc merci en tout cas. Bravo aux parents. Oui, bravo à vous en tout cas pour cette confiance. Et puis, je voulais dire quelque chose aussi. Régis Varnier, il était très gentil avec moi parce que moi j'étais à l'extérieur, elle avait 17 ans, donc très petite à l'intérieur. Donc il essayait de voir si elle pouvait faire. Elle parle des essais pendant que j'étais dans la salle et elle attendait dehors. Et moi j'étais dehors et puis je la voyais rire, pleurer et tout. Alors je me dis mais qu'est-ce que se passe et tout. Et puis Régis Varnier après a choisi parce qu'il y avait deux. Donc il m'a donné quelqu'un pour venir, pour l'aider, et puis l'autre, il était venu, mais il a passé le temps à voir les fleurs aux Pays-Bas, il faisait rien, elle est innée déjà, j'ai pas besoin de lui donner des cours, tous les cours. Bravo. Excusez-moi. Non, c'est super, c'est super. Voilà. Et c'était le but, c'est qu'on prenne le temps de parler de tout ça, donc c'est trop chouette. Alors, du coup, qui a envie de raconter ses débuts? Parce que celui-là, il était quand même épique. C'est clair. Non, non, au contraire. Franchement, merci. Et on a plein d'autres questions qu'on en parlera en off, vraiment. Claire? C'est moins rocambolesque que toi. En fait, effectivement, j'ai commencé par la danse, moi. Donc, j'étais danseuse classique, puis j'ai fait du contemporain. Et en fait... T'as commencé à quel âge, du coup, la danse classique? À l'âge de 4 ans. Ah
Ouais, C'est tes parents également. Comment? Est-ce qu'il y a tes vraiment parents pour témoigner ce soir? Non, mes parents ne sont pas là ce soir. Et oui, ils m'ont soutenu, mais c'était pas. Donc c'est eux qui t'ont mis à 4 ans, parce que finalement, Oui, tu n'as j'ai pas demandé à trop de m'inscrire libre à la arbitre à danse cet et, âge-là. ouais. Non, c'est moi qui réclamais, et puis ils m'ont dit oui, comme on inscrit ses enfants à la danse, quoi, sans penser que ça va devenir une obsession. C'est devenu une obsession, une vraie passion, et j'ai fait sport-études après, j'ai fait le conservatoire et tout. Et pendant que j'étais au conservatoire, on pouvait prendre des options facultatives. J'ai choisi l'art dramatique. Et donc on avait une assistante de la Comédie Française qui venait nous faire monter des pièces et tout. Et en fait, j'ai adoré. Et j'ai compris qu'il y avait un vrai pouvoir à prendre la parole, en fait, tout simplement, parce que nous, on parlait jamais en tant que danseurs, on n'était que des corps. Et ça a semé des graines et j'ai nourri ça. Ensuite, j'ai été diplômée du conservatoire, j'ai été danseuse, mais j'avais envie de jouer, en fait. Et c'était un peu mon jardin secret, j'en parlais pas trop. J'ai commencé à faire quelques petits courts-métrages, des clips, j'aimais bien la caméra, je trouvais que c'était un endroit quand même assez excitant. Et petit à petit, je me suis dit, allez, on n'a qu'une vie, il faut le faire. Donc je me suis inscrite à un cours de théâtre. Et je me suis formée, et puis voilà, petit à petit, quoi, les courts-métrages, les trucs, les machins, et puis un agent, et puis voilà. Et c'est parti. Et un jour, à l'âge de 27 ans, j'ai décidé vraiment d'arrêter de danser, de tenter ma chance vraiment sérieusement au cinéma. Et puis le théâtre est venu beaucoup plus tard. Mais voilà, c'est venu vraiment d'un désir d'interpréter autrement ce que je faisais déjà en tant que danseuse, mais il manquait une dimension... plus à la fois littéraire et aussi de prise de parole qui est importante. Voilà. Et du coup, tes parents t'ont soutenu Oui, alors mes parents m'ont toujours soutenu. Ils sont pas du tout artistes eux-mêmes, ils étaient journalistes et ils m'ont toujours soutenu, accompagné et c'est mes premiers fans. Mon père me fait régulièrement ma petite revue de presse. Il m'envoie des... Ouais, il est incroyable. Voilà, donc c'est assez chouette. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir des parents soutenants. J'ai conscience que c'est pas le cas de tous les artistes et notamment dans les familles asiatiques. Donc non, j'ai pas eu de difficulté à convaincre mes parents. Et puis de toute façon, je leur ai pas trop laissé le choix. Franchement, j'étais très déterminée. Voilà. Ok. Super. En parlant de parents qui ne soutiennent pas trop, les miens, c'était un peu le cas. C'est toujours aussi le cas. Bon, ils se sont calmés, surtout ma mère, parce que aujourd'hui, elle s'est fait à l'idée qu'elle ne pourra rien faire. Mais voilà. Ouais. Moi, j'ai commencé la danse à 20 ans. J'étais danseuse hip-hop, autodidacte, donc j'ai pris des cours à gauche, à droite. Et bien sûr, pour assurer mes parents, parce que je ne pouvais pas m'en sortir comme ça, j'ai quand même passé mon bac, mon BTS en commerce international, qui ne me sert absolument à rien aujourd'hui. Autant vous dire que je ne sais même plus ce que j'ai appris pour vous dire. Pardon ? Parce qu'on a négocié avec un BTS. Alors rien du tout, non, pas du tout. Non, même pas. Et donc pendant longtemps, j'ai dansé pour des artistes, surtout en compagnie hip-hop. Et fut un moment, vers 30 ans, où j'avais envie de changer de moyen d'expression artistique. Et c'est surtout que j'avais des problèmes de genoux. Du coup, j'ai tenté une formation au Studio Pygmalion. Et j'ai adoré. En fait, ça a été comme une révélation pour moi. J'ai fait le Studio Pygmalion aussi. Ah voilà. Et ça a vraiment été comme une révélation et une thérapie, où je me suis dit, mais oui, j'ai envie de faire ça. En même temps, je reviens à mes parents. Ma mère a toujours été contre le fait que je sois artiste, parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Je me souviens que la première fois où elle est venue me voir danser sur scène à l'Olympia, elle m'a dit, mais si j'avais su, je t'aurais inscrit dans une école de danse, mais je ne savais pas que ça existait à cette époque. Il y a plein de choses comme ça, mais en même temps, c'est tu serais bien quand même dans un bureau avec un 9h-17h, un CDI, tout ça, t'en as pas marre de cette vie. Mais comme je lui ai jamais demandé d'argent, je me suis toujours débrouillée, elle n'a jamais pu rien dire ni faire, en fait. Donc voilà. Et donc, j'en reviens au Studio Pygmalion. J'ai commencé, après 2 ans de formation, à passer des castings. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été castée pour Mintam. Et à partir de là, tout s'est plus ou moins déroulé dans ma carrière d'actrice. Voilà. Merci.
Steve, est-ce que tu veux bien nous partager avec nous comment tu as débuté? En fait, j'avais 13 ans quand j'ai tourné mon premier film en rôle principal pour France 2. Mais avant ça, à partir de 6-7 ans, je voulais être Michael Jackson quand j'étais petit. Parce que mon papa était un grand artiste de Kai Lung, c'est du théâtre rénové vietnamien. Et papa, à chaque fois qu'il jouait, pendant les entr'actes, je dansais. J'étais le mini Michael Jackson. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de mes 7 à mes 11 ans. J'avais un petit chapeau, des petites Weston et tout ça. Et mon papa m'emmenait partout à travers le monde pour le suivre pour ses pièces de Kai Lung. Mon grand frère Jean-Claude est acteur aussi, donc quand j'étais petit, il me faisait passer des castings. Notamment pour l'odeur de la papaye verte à l'époque. J'avais passé les essais dessus quand j'étais enfant. Et mon papa est décédé en 97. Et en 99, mon beau-père, voilà, qui est parti il n'y a pas très longtemps, donc paix à son âme, m'a emmené à un casting de Marie-France Michel, qui est une grande directrice de casting d'origine laotienne, française. Et en fait, quand j'étais petit, j'allais tout le temps à des castings, mais je ne voulais pas faire ça. Moi, je voulais être Michael Jackson. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et puis, à l'âge de 13 ans, j'ai passé les essais pour ce rôle principal pour la télé. Et ma maman ne comprenait pas, en fait, parce que j'étais en callback. Alors, un callback, c'est quand on vous rappelle à chaque fois un casting parce que ça se passe bien. Mais ma maman ne comprenait pas. Donc, elle disait, non, ça coûte de l'essence. Le parking, ça coûte cher, donc on n'y va pas. Ça sert à rien. Ils veulent le voir tout le temps, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ouais, c'est totalement viette. Hein. C'est ma mère. On perd du temps. Voilà. Et, voilà. Et mon beau-père breton, Claude, a insisté et lui a dit non, si la directrice de casting veut le revoir, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et puis derrière, à l'âge de 13 ans, j'ai tourné ce film. Et puis après, j'ai enchaîné plein de courts-métrages. Puis ça s'est jamais arrêté. Grâce à l'univers jusqu'à aujourd'hui, je continue. Et je suis autodidacte, voilà. Et voilà. On a des questions pour vous en ce qui concerne le passage de... Donc vous êtes des acteurs français. Est-ce que tu avais bossé en Angleterre avant en France, par exemple, Claire? Alors moi, je suis née en Angleterre, j'ai grandi et je suis arrivée en France quand j'avais 9 ans. Donc j'ai commencé à jouer en France en fait d'abord. Et je me suis rendu compte que je parlais deux langues, donc c'était idiot de pas en profiter. Et du coup, en fait, grâce à Sils Maria, à ce petit rôle en anglais, j'ai décroché un agent à Londres. Et ensuite, j'ai commencé à passer des essais pour des projets américains, britanniques, etc. Et je me suis découverte un plaisir immense à jouer en anglais, en fait. Parce que comme c'est ma langue, ma première langue, c'est la langue dans laquelle je crois j'ai le plus de facilité à m'exprimer, à accéder à mes émotions. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir en anglais. D'accord. Et donc Sils Maria a ouvert des portes pour toi à l'international. Et est-ce que tu peux raconter tes premiers pas? Donc, Sils Maria est quand même un film international en soi, dans la production, la manière dont il a été fabriqué. Et donc, comment ça s'est passé pour toi? Il n'y a pas eu un espèce d'avant et après Sils Maria, si ce n'est qu'effectivement, j'ai pu trouver un agent et puis accéder à des castings anglo-saxons. Le fait qu'il ait été à Cannes, ça m'a permis... En fait, ce film était en sélection officielle à Cannes la même année où j'étais Talent et Amis. Donc ça a été une grande année pour moi c'était comme une validation en fait de mon arrivée dans le cinéma alors que je venais de la danse et que je me sentais très illégitime. Donc ça a été incroyable de faire ces deux choses en même temps. Donc je dirais pas que ça m'a ouvert des portes vraiment, mais ça m'a donné confiance en moi. Et cette confiance-là, après, j'ai essayé de la transformer et ça m'a permis je pense, d'aller au casting en me sentant déjà plus ou moins à ma place. C'est pas toujours facile, mais quand même. Et puis d'avoir des images en anglais, de pouvoir dire je suis capable de jouer et en français et en anglais. Ça, c'était important pour moi. C'était un moment important. D'accord. Est-ce que tu as vu une différence? C'est des questions qu'on va vous poser après, donc préparez-vous à ça. Entre la manière de travailler en France, par exemple, en production et à l'étranger. Est-ce que tu y as vu des obstacles, des opportunités différentes? Et comment tu as fait face? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors oui, la façon de travailler, elle est différente, évidemment.
Je pense que Lindan, tu auras plus d'input sur ce sujet, parce que tu as beaucoup tourné aux États-Unis, toi. Oui, un peu. Mais... Où là, vraiment, je Après, trouve que c'est les une méthodes sont industrie. différentes. Après, je pense qu'on sent vraiment que c'est une industrie. Je ne sais pas si toi, Ouais. tu l'as vu comme ça, mais c'est très compartimentalisé. Oui, ouais, effectivement. Mais après, comment ça s'est passé pour toi avec Olivier Assayas? Parce que c'est quand même... Lui, c'est un réel français. Bah, donc, en c'est fait, ça. on tournait en Allemagne et en Suisse, parce que le film se passe en Suisse. Donc, on a tourné en Allemagne avec des techniciens allemands. Mais lui, c'est un réel français. Donc, il a des méthodes de travail très françaises. Et puis, c'est un auteur. Donc, ça se passait quand même de manière très fluide. Ouais, mais les Américains, ça rigole pas. Hein. Ah non, les Américains, ça rigole pas. Je me rappellerai toujours, c'était une série en Angleterre, des anglophones même, des Anglais et des Américains, et c'était marqué lecture à 16h. Et à 15h45, j'arrivais, à 15h45, on m'appelle, on me dit « T'es où ?» En France... En avance, t'étais déjà en retard. J'étais en en fait. retard. Et ils me disent, mais on va commencer. Là, je fais, il n'est pas encore 16h. Enfin, parce qu'en France, on dit 16h, on arrive, et puis la cigarette, le café, tu vois, comment ça va et tout. Et on commence pas avant 16h30. Eh ben, moi, je suis arrivée à 15h55. Tout le monde était assis. Mais genre, il y avait 35 personnes. Hein. C'était la lecture avec les producteurs, avec les scénaristes, pour voir s'il y avait des choses à changer. Ils étaient tous déjà, ils avaient commencé en se présentant déjà. J'ai eu juste le temps de m'asseoir. Je dis, hi, my name is Lindan Pham. I'm playing blah, blah, blah. Mais ça ne rigole pas. C'est qu'il faut être au taquet. La compétition, elle est là. Donc, mais voilà, après, ça se voit. Il y a des séries de qualité, des films. Après, il y a pas tout ce qui nous arrive en France, c'est des trucs bien, parce qu'ils produisent quand même beaucoup de choses pas bien non plus, qui vont direct en vidéo ou en streaming. Mais c'est une industrie, c'est beaucoup moins artisanal qu'en France. Après, toi, pour The Creator, c'était comment? Parce que c'est une grosse machine aussi. Ouais, c'était une machine énorme. Après, c'était quand même un coup de chance parce que j'ai été prise en self-tape. C'était à l'époque du Covid. Et aussi parce que c'est une directrice de casting. Ils ont tourné en Thaïlande. Ils avaient prévu de tourner en Asie complètement. Une directrice de casting thaï que j'avais rencontrée sur un film québécois qu'on n'a pas vu là, mais qui s'appelle 14 jours, 12 nuits, pour lequel j'avais été castée en France par la directrice de casting québécoise et Constance Dumontois. Donc cette directrice de casting thaï qui avait travaillé sur ce projet quand on a tourné au Vietnam, m'a recontactée parce qu'elle connaissait quelqu'un qui castait pour The Creator. Ça fait beaucoup de ponts. Et c'est comme ça que j'ai été prise. Oui, c'est une grosse industrie. C'est vrai que tu arrives à l'avance. Après, je pense que ça dépend aussi des réalisateurs avec qui tu travailles. En tout cas, Gareth Edwards, c'était quelqu'un d'hyper accessible, hyper présent. C'est beaucoup un technicien, c'est-à-dire qu'il sera plus là à tenir la caméra qu'à diriger les acteurs et diriger toute son équipe. Et je sais que ça peut se passer différemment aussi sur d'autres plateaux. Steve, tu m'avais raconté avec Guy Ritchie, comme quoi c'était pas comme ça. Ouais, lui, c'était complètement différent. En fait, Guy Ritchie, il avait je sais pas combien d'assistants. Il est dans un bus. Il est dans son bus avec tous ses écrans. Et il sort de temps en temps, mais juste pour parler aux comédiens. Il ne parle qu'aux comédiens. Et après, il remonte dans le bus. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est moi, la seule expérience que j'ai eue internationale. Et si vous voulez une ref, j'avais l'impression d'être Joey Tribbiani dans Friends. Quand j'étais sur le parking avec les caravanes, etc., et tout allait beaucoup trop vite. Et comme toi, Léana, moi, je l'ai eu par self-tape. J'ai passé les essais de chez moi, à Vitry. Et ce qui était très flippant, parce que là, il a montré une séquence, Seb, mais j'ai 2 séquences dans le film. Et c'est des grosses séquences. Tous les textes que j'ai pu apprendre à la maison pour me préparer, lorsque je suis arrivé sur le plateau, j'ai été convoqué par Guy Ritchie dans le bus, avec John Krasinski. Et il y a un monsieur qui est venu et qui m'a dit « Tiens, un nouveau texte qu'on a écrit hier soir ». Donc à ce moment-là, je faisais une lecture avec John Krasinski et Guy Ritchie. Et il fallait être au taquet.
Et là, il m'a regardé, il m'a dit, bon, bah, t'es totalement découvert le texte capable. en lecture Ouais. devant Guy Ritchie? Ouais, dans son bus. Et on est descendu, il a dit, allez, tous en voiture. Et là, j'étais comme ça à l'intérieur. Et pour la deuxième séquence en Angleterre, lorsque vous verrez le film, c'est une séquence qui dure 3-4 minutes où il y a pas mal de dialogues. À la base, je ne devais pas avoir de dialogue ce jour-là. Je devais juste venir me prendre une balle et mourir. Et 20 minutes avant, pareil, l'assistant réel, il vient me voir et il me dit, bon, bah, on recommence. Il m'a donné un texte, il m'a dit, on tourne dans 20 minutes. Sauf que bah, ce texte-là, je dois mettre à genoux Nathalie Portman, John Krasinski, tout le monde. Et c'est hyper flippant, en fait, parce que bah, faut être prêt. Faut être, ouais, direct. Hop, c'est comme le stand-up, faut être prêt. Vous avez fait des gros films français quand même. Est-ce qu'il y a ces grandes lectures avec toutes les équipes, les producteurs, productrices, réals, tous les comédiens, ou c'est notre façon de travailler sur les grosses productions françaises? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Pour Astérix, on a eu une lecture. Après, les autres films, bah, je vais te laisser répondre, Mida. Bah, non, parce que moi j'ai fait beaucoup de films d'auteurs finalement, mais c'est vrai que les grosses productions, c'était Astérix et Obélix. C'est vrai que on a eu, il y avait tous les personnages, tous les comédiens étaient là. C'était énorme. Ouais, c'était assez impressionnant. Congrès de l'ONU. Ouais. Mais après, Guillaume Canet, il travaille à l'américaine, donc c'est pas typique, je pense, de production française. Et vous aviez toujours voulu travailler à l'étranger ou ça arrivait un peu par hasard? Parce que toi, Steve, c'est par rapport à un casting que tu as reçu, mais... En fait, je passe, depuis 2018, je passe quasi aucun casting français. C'est-à-dire tous les trucs français que j'ai pu tourner depuis 2018-2019, c'est que des propositions. Et c'est une chance, tu vois, mais je suis frustré parce que je passe que des castings ailleurs. J'ai même tourné dans un film polonais. Donc du coup, tu te dis, ouais, c'est chelou. Mais tu te dis bah, qu'en France, en fait, ouais, il n'y a pas de... Mais comment tu l'expliques? C'est-à-dire que, pour être plus clair, tu ne reçois pas de demande de self-tape ou de rencontre des directeurs de casting en France, c'est ça? Non. Les seuls trucs en France que j'ai pu faire ces dernières années, comme l'apparition dans Astérix ou dans Le Flambeau avec Jonathan Cohen, c'est des invitations. D'accord. C'est qu'on m'a dit, bah, est-ce que tu veux venir? Je dis, bah d'accord. Mais sinon, non, il n'y a pas de rôle intéressant. Je sais qu'il y a des jeunes comédiens, il y a Arnaud, il y a Mike, Bujoli ici aussi, qui sont de super comédiens. Et c'est vrai que c'est rare pour les hommes asiatiques. Et même toi aussi, Chris, c'est tellement compliqué. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de casting depuis un certain temps, ou pas très intéressant en tout cas. Et ouais. Effectivement, moi aussi, je travaille beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Mais c'est un fait. Je suis plus dans les petits papiers des dires de cast comme Gina Jay à Londres ou quoi. Des super dires de cast à Londres qu'en France, en fait. Voilà. Je passe plus de casting anglais. Okay. Bah, pareil. Je passe quasiment pas d'essais en France. Toutes mes opportunités, elles sont américaines ou anglaises. Voilà. Voilà, je pense qu'on sait l'expliquer, hein, c'est que personne n'écrit de rôle pour des personnes asiatiques en France. Enfin, on ne nous imagine pas trop dans les rôles, ou alors les rôles ne sont pas précisés pour des personnes asiatiques, donc en fait, on ne nous appelle pas. Et d'ailleurs, question pour vraiment tout le monde, est-ce que vous allez à des castings où on ne précise pas d'origine asiatique, voire vietnamienne, etc. Est-ce que vous vous sentez légitime ou pas? Ou à quel moment vous êtes dit, ok, vas-y, j'y vais? Alors juste pour répondre à la question précédente, moi depuis le Covid, en fait, je passe plus de casting pour l'international. Après oui, c'est un rêve de tourner avec les grands réalisateurs américains, canadiens, tout ça. Mais bizarrement, moi ça va faire un an et demi où je passe beaucoup de casting en France pour des rôles qui ne sont pas asiatiques. Voilà. Notamment là pour GIGN, c'était pas précisé. Pareil pour le film de Yann Gozlan, c'était pas précisé, et d'autres que j'ai passés que je n'ai pas eu, mais c'est souvent juste des femmes avec une tranche d'âge et c'est tout. Ouais. Et oui, je me sens légitime parce que. Mais oui, parce que je vous en ai parlé de cette anecdote, mais de toute façon, quand on est comédien, comédienne, il y a un rôle. Sauf s'ils disent, voilà, noire ou maghrébine. Si c'est femme de je sais pas quel âge, il faut y aller. Parce que c'est déjà très compliqué de trouver des rôles. Alors si en plus, on s'auto-censure et on n'y va pas,
ça va pas le faire. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que quand j'ai pu écrire et réaliser mon court-métrage pour Adami, j'ai eu énormément... En fait, c'est l'histoire de deux frères français, deux frères. Un frère et une sœur français d'origine vietnamienne, avec la petite amie qui est française, j'aime pas dire, mais blanche, voilà, européenne. Et il y a eu très très peu de gens. En fait, on ne peut pas caster, pour l'Adami, on ne peut pas faire de casting sauvage. On ne peut que caster dans les CV qui sont envoyés. Et il faut avoir de 18 à 30 ans. Et on a eu cette année-là, genre 360 CV qui ont été envoyés. Mais sur les 360, il y avait 15 Français d'origine asiatique, comédiens, 10 Françaises d'origine asiatique, comédiennes. Donc déjà, ça rétrécit. Et en plus, sur ces 15 et sur ces 10, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers, du Japon, de Chine, et qui parlaient avec un accent à couper au couteau. Et ce n'était pas ce que je voulais représenter. Je voulais représenter des gens comme nous, qui ne parlent pas avec un accent comme ça, vous voyez. Donc voilà, qui parlent normal, quoi, français. Et donc je ne trouvais pas. Et j'ai dû demander à l'Adami de étendre en fait la date limite. Ça a été tout un sbins parce qu'il fallait qu'ils voient avec leurs avocats pour changer. Il fallait une dérogation, enfin, par rapport au règlement intérieur. Et la deuxième fois, donc quand les gens, la deuxième fois, on a parce qu'ils voulaient pas discriminer. Donc la deuxième fois, ils ont dit recherchons comédiens, comédiennes d'origine asiatique, de préférence pouvant parler vietnamien. Faut être un peu spécifique. Et là, j'ai eu plein d'autres personnes qui sont venues. Et j'ai demandé aux personnes que j'ai vues, j'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venus la première fois? Parce qu'il y en a une qui est même venue de Belgique, quand même. J'ai dit, mais parce qu'on n'a pas écrit d'origine asiatique. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que ça veut dire que que ces personnes-là ne se sentent pas françaises ou légitimes. Et ça, c'est triste. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre et que c'est quelque chose dont il faut parler. On est comédien ou comédienne, point barre. C'est tout. Pour rebondir dessus, tu vois, tu as raison, parce qu'il faut mettre aussi la pression aux agents. Moi, Oui. je sais que j'ai beaucoup mis la pression j'ai eu plusieurs agents déjà, et à chaque fois, c'était le mot d'ordre. Donc, tu vois, j'ai pu accéder à des films comme La Cité Rose ou Neuilly sa mère, etc. On ne cherchait pas spécifiquement un asiatique. Oui, mais ça vient de nous aussi. Ça vient de nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient de nous. C'est vrai que moi, dès le début, j'ai toujours dit, après Indochine, on m'a proposé que des rôles stéréotypés de femmes asiatiques qui ne parlent pas jolies et tout, avec un accent. J'ai dit tout de suite, non, je ne fais pas. Après, c'est dur, parce qu'il faut savoir dire non. C'est ça. Et quand nous, on a besoin de bosser, tu vois. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, lorsqu'on est acteur... Et l'Adami, cette année, prie, pardon, les dates, c'est terminé, c'était le 11 juin, mais si vous avez entre 18 et 30 ans, vraiment, faites-le. Faites-le. Il y a Adami Cinéma, il y a Adami Théâtre. Et par exemple, pour le cinéma, il vous emmène à Cannes, il vous emmène à Angers, il vous emmène à Angoulême. C'est tous les grands festivals. Et vous faites, tu le sais, hein, le tapis rouge comme les stars, quoi. Donc, c'est vraiment une expérience à faire. Et on vous met en valeur. On est là pour vous mettre en valeur. Oui, c'est vrai, je plus sois. C'est un endroit où on rencontre d'autres acteurs et actrices de son âge et des metteurs en scène. C'est là que j'ai rencontré Alexis Michalik. Hein. Si je ne l'avais pas rencontré, lui, il réalisait un court-métrage, pas le mien, mais un autre. Mais on a sympathisé. Et c'est 10 ans plus tard qu'on s'est retrouvés. Maintenant, c'est mon employeur. Donc, comme quoi, c'est un endroit merveilleux. Et effectivement, on fait le tour des festivals avec des lectures de scénar, etc. J'ai fait Angoulême, La Rochelle. Enfin, c'est un tremplin fantastique. Ouais, voilà. Ouais, donc quand on est acteur, on fait un choix d'être artiste et donc il faut aller chercher les opportunités là où elles sont, peut-être se les créer nous-mêmes. Et c'est important ce que tu dis en fait, Lindan, c'est que on existe, on a notre place, mais ne laissons pas les autres nous décider pour nous où nous devons être ou qui nous sommes. Et en tant qu'artiste, nous avons cette responsabilité-là de montrer au monde qui nous sommes. Et donc voilà, donc merci d'avoir partagé ce moment-là. Et nos origines, c'est une force. Absolument. Faut pas... voilà. Et est-ce que ça a été un frein dans votre carrière? Est-ce que
même ne serait-ce en représentation, est-ce que vous avez grandi avec des modèles qui vous ressemblaient ou est-ce qu'au contraire ça a été qu'une force pendant toute votre carrière? Des modèles, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais je sais pas, peut-être que je suis naïve ou que je suis dans un autre monde, mais j'y ai pas pensé en fait. Quand j'ai décidé de revenir au cinéma, je me suis juste dit, voilà, c'est ce que je veux faire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'aimerais, en fait, pas à pas, quoi. Je veux le faire bien, donc je veux faire une école. Donc après mon école, je me dis, ben voilà, maintenant je veux travailler, il me faut un agent. Donc il faut que je me retrouve un agent. Donc j'ai trouvé un agent. Et c'est comme ça. Mais il ne faut pas se dire, c'est le chemin en fait, c'est pas l'arrivée. Moi, ça a été quand même un frein, et ça l'est encore aujourd'hui, hein, je dois le dire. Enfin, moi, je le considère comme une force, et je trouve qu'il faut cultiver sa singularité, quelle qu'elle soit. Mais j'ai quand même forcé de constater que le fait que j'ai pas un visage de française blanche, ça m'a beaucoup desservi, parce que j'ai accès à moins d'opportunités. Et je dirais même que j'ai une double peine, qui est que je suis métisse. Et le fait d'être eurasienne, ça désarçonne parfois les castings ou les réalisateurs parce que ils savent pas trop dans quelle case me mettre. Ah, mais elle est un peu asiate, mais en même temps elle est pas très asiate. Ah, mais elle est blanche, mais elle est pas très blanche. Et ça, en France, on adore mettre des étiquettes sur les gens. Donc pendant longtemps, j'étais hyper complexée parce que j'étais soit trop, soit pas assez. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça, mais quand on est jeune, c'est difficile, je trouve, de trouver sa place quand on a l'impression qu'il faut rentrer dans une case et qu'il n'y en a pas, en fait, pour les métis, quoi. Et donc, ça n'a pas toujours été facile, je dois dire. C'est vrai. En général, ils ont une vision de... ils veulent une asiatique, donc qui est vraiment typée d'une certaine manière. Ouais. Et oui, c'est assez stéréotypé. Et puis, je parle pas vietnamien. On me demandait de prendre un accent vietnamien. Je savais pas le faire. Je pense qu'on a tout le monde l'accent dans des castings. C'est terrible. Enfin, moi, quand j'avais des castings, qu'on me demande de faire l'accent asiatique, déjà, j'étais choquée, en fait. Ça veut rien dire, d'ailleurs. Et c'était très difficile. Ou alors, j'ai passé des essais pour jouer une coréenne. Et j'étais j'étais fâchée. Je suis arrivée, je dis, je suis désolée, je suis pas coréenne. Donc, en fait, vous allez devoir changer le personnage. Et donc, on l'a changé, mais c'est compliqué. C'est difficile de faire de la pédagogie avec tout le monde aussi. Voilà. Là où c'était difficile, oui. Genre, en tant que comédien asiatique, quand j'avais entre 13 et 20 ans, dans toutes les séries policières, je jouais le Joe Dalton, c'est-à-dire la petite Kaira. En fait, j'avais l'impression qu'il cherchait à ne pas mettre forcément un caucasien ou un maghrébin ou un noir pour faire les mecs de cité dans ces séries policières, hein. Je vous parle de Navarro, Commissaire Moulin, tout ça. Donc moi à l'époque j'avais la boule à zéro, j'avais pas de cheveux et il me prenait à chaque fois pour ça. C'est-à-dire que je faisais le petit bandit, la petite frappe. Donc c'est en ces trucs-là que j'ai réussi à déjouer un petit peu le côté asiatique et d'apprendre le métier finalement sur le tard. Mais ceci dit, oui, ça m'a mis des freins, mais aujourd'hui je me dis, ouais, grâce à Dieu, heureusement que je ne l'ai pas fait. Tu vois, genre Nos Chers Voisins sur TF1. Pour la petite anecdote, à l'époque, je tournais Beurre sur la ville avec Issa Doumbia. Et on était tout le temps ensemble, donc la directrice de casting voulait nous voir. Moi, je devais juste en colocataire pour TF1. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas été pris. Parce que au final, c'était, oui, en fait, il y a déjà un homosexuel, il y a un noir, ouais, et un asiate. C'est compliqué en fait d'avoir un Renoir et un Asiate dans le même appart. Ça vous semble balèze, hein, ce que je vous dis gros, mais c'est un peu ce que mon agent m'a dit. C'est trop là, tout de suite. En 2011, c'est un peu beaucoup pour TF1. D'avoir le coloc asiatique et le noir dans le même appartement, c'était trop compliqué. Donc derrière, le coloc de Issa était caucasien et blond. Ça m'a sauvé de pas mal de situations, mais oui, il faut imposer en fait quelque chose. Faut dire les choses sur des films, j'ai des séries. Le mec qui balance tout. Sur M6, un jour dans le texte était écrit c'est qui ce Shintok? Et en fait j'ai fait changer le texte. J'ai dit bah non, on dit pas Shintok. Ouais. Oui mais le personnage est méchant. Oui mais quand on lit le texte à la fin on voit bien qu'il n'est pas remis en place. Moi je devais juste jouer un mec sale en fait. Et ils ont dit Shintok, donc je leur ai dit bah non. Ils m'ont dit bah qu'est-ce qu'on peut dire? Je dis bah c'est qui ce crasseux? Et ils ont fait ah oui en effet on peut dire crasseux. Je dis mais donc du coup Shintok on peut le dire? Mais du coup, si on met Bamboula ou Bougnoul,
ou Youpin, est-ce que ça vous pose un problème? Ah bah non, on peut pas dire ça. Donc on peut pas dire Shintok. Donc c'est vrai que ça m'a mis pas mal ça m'a fermé des portes finalement d'ouvrir ma bouche très très jeune, parce que moi j'ai toujours été, je ferme pas ma bouche en fait. Depuis que je suis gamin, je laisse rien passer en fait. Et je sais que ça a forcément freiné des gens de bosser avec moi, mais tant mieux, parce que quelque part ça apporte un peu de changement. Acteur racisé en France et ou à l'étranger, dans les pays anglo-saxons ou en Thaïlande. Mais comment vous voyez les choses, l'un versus l'autre en fait? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur ce qui va se passer un petit peu en France? On sait qu'on est en retard par rapport aux États-Unis ou en Angleterre, de toute manière, sur pas mal de choses, dont la représentation. Et donc, acteur racisé, d'origine asiatique, vietnamienne et d'autres. Comment vous voyez les choses en fait? Quel est votre point de vue sur le monde actuel et ce qui va arriver? Ça va changer. C'est en train de changer, et puis ça change littéralement. Après, il est vrai qu'il y a plus d'opportunités outre-Atlantique, mais ils n'ont pas la même histoire de l'immigration. C'est pas du tout la même histoire. On peut pas comparer en fait les Asiates aux États-Unis et en France. On n'a pas du tout la même histoire. Il y a plus de rôles, plus d'opportunités, mais ils sont beaucoup plus nombreux là-bas en fait. Comment t'expliques que Guy Ritchie t'ait trouvé en France? J'ai passé le casting aussi, Oui. et je suis très content que ce soit toi qui l'aies eu. Mais comment t'expliques que Guy Ritchie soit venu te chercher, comme moi j'ai tourné aussi en Angleterre, qui soit venu me chercher. Et je me suis souvent posé la question mais il y a tellement d'acteurs talentueux en Angleterre. C'est ça. Et je me dis, j'ai une chance incroyable, tu vois, à se pincer quoi. Comment on peut l'expliquer ça par exemple? Ces castings, j'imagine, c'est pareil pour les sisters qui sont là. Quand on fait des self-tapes, ils en voient plein en fait. Ça devient international. Ça devient international, tu vois. Je pense qu'on a été nombreux en France à le passer aussi, mais en même temps, on n'est pas beaucoup. Ouais, voilà. Et en Angleterre, il y a un niveau qui est incroyable. Il y a plein d'acteurs, et aux États-Unis aussi. Je sais pas. C'est de la magie. Et qu'est-ce que vous en pensez si vous avez quelque chose à dire sur la représentation en France et à l'étranger, et comment vous voyez les choses? Moi, je trouve que ça bouge énormément. En France, en tout cas, surtout parce que il y a beaucoup plus de cinéastes d'origine asiatique qui émergent, cinéastes, même de techniciens, de réalisateurs, acteurs, actrices, scénaristes. Et ça change la donne énormément. En tout cas, pour ce qui est de raconter nos histoires. Et je pense aussi que là, c'est en train de s'ouvrir aussi pour nos profils, entre guillemets. Parce que pour ma part, je prends vraiment le fait que je sois asiatique comme une force. Alors, je sais pas, peut-être que si j'étais blanche, j'aurais moins de chance. Il y a tellement aussi de concurrence que ça se trouve, je ne serais même pas là où j'en suis. Je n'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues. Donc, je ne sais pas. Ça, par contre, je ne pourrais pas dire si la personne que je suis, avec les origines que j'ai, fait que j'ai eu des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression. Ça va changer. Aujourd'hui, on a Cinémasio. On Oui, se retrouve devant vous tous. On est là aujourd'hui. Et Cinémasio aussi sert à ça. C'est-à-dire qu'on parle de tous ces obstacles qu'on a pu rencontrer, aussi pour venir à votre rencontre, que vous sachiez que de notre point de vue en tant que comédien, comédienne, ou il y a 2 semaines, les réalisateurs par exemple, et les problèmes qu'ils ont rencontrés avec des producteurs, etc., c'est de partager ces moments-là afin que on sache se reconnaître et peut-être construire des choses, combler les trous qui existent aujourd'hui sur le marché du film français, par exemple. Et l'avantage de Cinémasio, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des ponts. Créer des ponts déjà entre nous, et créer des ponts avec certainement l'Asie, l'Italie, le Canada, les USA, etc., ou le Mexique. Et donc, voilà, merci d'être là pour en parler et déjà faire partie de la conversation, en fait. Il faut qu'on fasse partie de la conversation. Tout à l'heure, vous avez parlé de métier.
Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. On consomme beaucoup le cinéma et on croit que c'est un peu un coup de chance et qu'on devient actrice comme ça. Mais en fait, c'est une formation. C'est un métier avec des connaissances, des règles et une évolution. Et vous, aujourd'hui, donc à votre niveau, est-ce que vous continuez à vous former grâce au tournage à chaque fois, tous les jours, vous évoluez? Est-ce que vous faites des formations? Vous avez des coachs? Comment vous travaillez votre art en tant qu'artiste? Là, on dépasse les origines, chacun, chacune. Moi, je travaille, quand je peux, je travaille avec une coach. Effectivement, je me suis formée, comme j'ai dit tout à l'heure, au studio Pygmalion. Et j'ai aussi fait une Ils font session quelle technique Acteur Studio, plus. D'accord. Dès que je peux, j'y retourne ou j'essaie de trouver des workshops parce que c'est important. C'est comme une gymnastique, on est comme des athlètes, un peu des émotions, tout ça. Donc, enfin, pour ma part en tout cas. Donc c'est important pour moi de garder ça vivant. Et ouais, bah, c'est à peu près tout. Et Ouais. est-ce que être danseuse, et la question va aussi pour Claire, ça ajoute dans ton appréhension des rôles et du jeu? Ou est-ce que pour toi, c'est un peu deux mondes Non, ça aide, je vais pas mentir. Moi, ça m'a vachement aidé, surtout dans la gestion de l'espace sur un plateau, que ce soit un plateau de cinéma ou même sur scène au théâtre. Ça, c'est beaucoup appréciable. Je sais pas, Claire, toi, si on t'a déjà fait la remarque, mais souvent, les réalisateurs m'ont dit oui, parce que tu es danseuse, ça va beaucoup plus vite. Oui, ils apprécient la précision. C'est ça. La précision, exactement. Ouais. Et puis le fait qu'on sache refaire la même chose 2 fois, 3 fois, 10 fois, Ouais. ça c'est cool. C'est des vacances pour eux. Même surtout pour la script, elle est très très Ouais. contente. Oui, il y a une rigueur de déplacement et des gestes qui est quand même, qui nous coûte pas en fait, qui est assez naturel, c'est qu'on n'y pense même pas. Donc ça c'est chouette. Puis on est travailleuse. Ça, c'est vrai, ça, on nous l'a souvent dit aussi. Acteur, je crois que c'est le métier dans lequel on est les plus lazy. Ça n'existe pas ailleurs en fait. Tous les athlètes s'entraînent. Tu veux dire en France, parce qu'aux États-Unis. En France, pardon. Oui. Ou ailleurs, oui, mais- après voilà. Mais non, mais je fais une généralité, c'est une blague effectivement. Mais effectivement, il y a une vraie rigueur qu'il y a dans plein d'autres métiers qu'on devrait avoir aussi dans le métier d'acteur. Je partage l'expérience. Et du coup, sur ce qui vous formez, si vous prenez des coachs, si vous avez un travail particulier, si vous découvrez d'autres techniques avec le temps, ou comment ça se passe un peu votre travail au quotidien, vraiment côté acting? Parce que Léana, effectivement, toi tu fais des workshops, comme tu disais, tu as une coach. Et toi, Linden? Oui, c'est un métier. Pour moi, c'est comme être pianiste, il faut faire ses gammes, en fait. Et Léana, par exemple, elle travaille avec un coach. D'ailleurs, il y a Pénélope que j'ai rencontrée dans une masterclass de John Strasberg, qui est le fils de Lee Strasberg, donc, et qui vient 2 fois par an à Paris. Et c'est toujours, ça fait du bien en fait de retourner dans une ambiance où en fait il n'y a pas de pression, où on peut voir les autres travailler, où on apprend, et en même temps on peut faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend en fait, et c'est très très intéressant. Après, il n'y a pas juste les workshops, je pense qu'aussi il faut aiguiser son goût pour pouvoir choisir ses projets. Moi, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries, j'aime savoir ce qui se passe. Il faut aussi être au courant. Il faut savoir ce qui se passe, ce qui est en train de se faire, on en est où, est-ce qu'il y a plus de visages d'origine asiatique sur les écrans, tout ça. Et ouais, c'est tous les jours, je ne pense qu'à ça. Après, j'ai une vie aussi, mais c'est vrai que ça fait partie. Les gens disent « Ouais, mais t'es en vacances tout le temps ». Bah ouais, mais je fais un métier que j'adore. Et pour moi, c'est pas du travail, mais il faut le faire. Il faut être au courant, il faut savoir qui est Stanislavski, qui est Meisner, qui est Strasberg, qui est Scorsese dans le cinéma, qui est Luca Belvaux. Parce que on va avoir des castings. Et alors, par exemple, quand je vais rencontrer quelqu'un, j'essaie de voir les films avant. Pour savoir déjà si j'ai envie ou pas de travailler avec cette personne. Il faut reprendre le pouvoir. C'est-à-dire que quand on va à des essais, moi aussi je teste. Je veux savoir comment cette personne va travailler. Est-ce qu'ils aiment travailler avec les acteurs ou bien ils veulent juste se rassurer et refaire la même chose tout le temps.
Et donc, quand on choisit un projet, on sait, OK, celui-là, il va falloir que je bosse, parce qu'il ne sera pas là pour moi. Donc, vraiment, c'est prendre la responsabilité de son métier, de son travail, avancer. Et de ne pas se dire, voilà, ça va bien se passer. Non, il faut bosser, parce qu'il y en a plein d'autres derrière. Il faut être au taquet, quoi. Donc ouais, je me forme. Oui, il faut continuer à se former. Alors moi, j'ai la chance d'être au théâtre depuis 3 ans, et donc je joue tout le temps. C'est une chance inouïe, ça n'arrive pas souvent. Et donc, je suis sur scène 1 semaine sur 2, et ça m'oblige à... en fait, je joue tout le temps, en fait, et je suis tout le temps en train de questionner le texte, comment faire ce soir, et d'autant plus une pièce que je joue depuis longtemps, comment faire pour que ce soit toujours frais, toujours pertinent, toujours vivant, pas me faire chier avec mes collègues, comment se challenger, etc. Donc j'ai cette chance-là. Sinon, ça m'arrive de faire des petits workshops. Je suis retournée à Pigma faire des trucs avec Patricia. Enfin, moi, je retourne un peu parfois voir les coachs de mon école. Et j'ai une coach, j'ai 2 coachs différentes, une pour le jeu et une pour mon accent américain, parce que pour les essais en américain et les tournages, comme je suis britannique, ça me demande beaucoup de travail. Donc j'ai une coach d'accent et une coach de jeu. Et régulièrement aussi, je les vois et on travaille. Voilà, il ne faut rien lâcher. Effectivement, pour le coup, c'est comme la danse. C'est-à-dire que si on s'arrête, on devient raide et on perd en endurance. Donc, je pense que ça vaut le coup d'investir en soi, tout simplement, et continuer à aller au cinéma, et de lire des livres, de lire des scénarios, mais de lire des livres. Moi, je trouve que la littérature apporte beaucoup aussi, parce qu'elle nourrit mon imaginaire, et un acteur, une actrice, c'est aussi apporter son propre imaginaire. C'est pas juste faire ce qu'on te dit de faire. Je crois qu'au contraire, et particulièrement dans le cinéma d'art et d'essai, on cherche des acteurs et des actrices qui amènent une vision aussi, et tout un univers. C'est ce que les Américains ou les anglophones, les anglo-saxons attendent aussi. C'est-à-dire que chacun a son job. Et les comédiens, ils doivent faire le job. On n'est pas là à les attendre, quoi. Des fois, c'est assez cruel. Hein. On a 3 secondes et il faut y être. Et donc, c'est pour ça, oui. Si on veut faire de l'international, bosser l'accent américain, bosser l'accent anglais. Si on veut faire, comme Pomme Clémentieff, que j'admire, qui est partie aux États-Unis, elle s'est dit, moi, je veux faire des films d'action. Elle a commencé à apprendre tous les arts martiaux. Et maintenant, elle est dans Mission Impossible, quoi. C'est pas à part. On veut faire un truc, et qu'est-ce qu'il faut faire pour me donner les moyens? Non, moi, de mon côté, ouais, j'ai eu la chance de faire une formation aussi il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, avec un coach américain. Voilà, parce que je parle anglais depuis que je suis petit, mais j'avais besoin de bosser ça. J'avais envie de travailler et d'explorer un peu plus. Et je trouve que la scène aussi, c'est que mon seul en scène, d'être sur les planches 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, de jouer, c'est comme le sport, en fait, ça s'entretient. Ouais. Et j'ai la chance aussi de travailler en casting. Donc je fais beaucoup de répliques en casting. Je joue avec 30 comédiens par jour, donc ça me permet à chaque fois de travailler ma mémoire, d'apprendre plusieurs textes, de lire beaucoup de scénarios et de coacher les comédiens quand je les reçois à mon tour, quoi. Mais ouais, je pense que remplir son puits d'informations, c'est hyper important. De regarder des films qui ne nous intéressent pas forcément au premier abord, de s'intéresser à plein de trucs, je trouve que c'est cool, ouais. Ça nous nourrit, en fait. Remplir le puits d'informations, je trouve ça bien. Voilà. Donc rester curieux, ouais. et en fait toujours de se nourrir, que ce soit dans le cinéma ou aller au musée, lire des bouquins, c'est ce que vous recommandez en fait. C'est... Ouais, c'est ça. Parce qu'on est des artistes, il faut avoir un point de vue, finalement, c'est ça. On arrive presque à la fin, on va finir... Quelle question tu poses ? Une dernière question, du coup, donc ici on a des actrices, mais aussi des réals. Donc qu'est-ce que ça fait effectivement de passer de l'autre côté? Là on est dans la création, donc on n'est plus l'objet d'une création d'autrui. Oui, bonjour.
Donc déjà, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette expérience, cette première expérience, vos premiers films? Ce que ça a été pour vous et comment vous dirigez vos acteurs en tant qu'actrice? C'est très différent, j'imagine, quand on connaît le métier, d'être directeur, directrice, quoi. Oui, d'accord. Et la grande sœur, elle m'a dit, ah toi, je suis d'accord. Moi, j'ai eu la chance de co-réaliser, moi, avec Sébastien Kong, qui est un super réalisateur. Franchement, faut le dire, frérot. Son court-métrage hors du temps est exceptionnel. Et j'ai eu la chance de réaliser 2 fois avec Sébastien. Il est vrai que c'est différent, quoi. C'est complètement différent. Mais ça, quand tu diriges quelqu'un, quand tu es comédien, ça te démange parfois de faire cette grosse erreur. C'est d'aller jouer devant lui, de dire ouais, fais comme ça, je pense, tu vois. Et je peux pas dire que je suis réal. Moi, je suis l'aide de Seb. Sans Seb, je peux pas réaliser. Enfin, je me vois pas réaliser sans Sébastien, en fait. On est vraiment en mode binôme, en mode Toledano Nakash du pauvre du 13e, tu vois. Mais ouais, je trouve ça super excitant. Et à la base, il faut savoir que ça part d'une frustration que derrière j'ai transformé en kiff. À la base, c'est putain, je veux jouer. Donc je vais me mettre en scène. J'avais 24 ans, c'est ça, on était jeunes. Hein. Et je me dis, bon, si je me mets pas en scène, personne ne va le faire, donc je vais le faire. C'est parti d'une frustration, mais derrière, aujourd'hui, c'est plus un désir, mais je vais prendre des formations et je vais apprendre. Même si j'ai plein de notions, parce que j'ai beaucoup tourné depuis 25 ans et je sais comment fonctionne un découpage, comment fonctionne un plateau, je sais tout ça. Mais ouais, c'est un kiff. Et tu as forcé ta chance parce que du coup tu es auteur aujourd'hui, donc tu développes une série qui est tirée d'un des films que vous avez co-réalisé ensemble. D'un cours, oui. Donc dans lequel tu as envie de jouer. Donc au final, c'est aussi la création qui ramène la suite de ta carrière. C'est ça, qu'on a co-écrit avec Virak Thun qui est là, et avec Laura Bu aussi, qui est auteur dessus. Et avec Sébastien. Ce que j'entends dans ce que tu dis, et ça fait écho très fort à ce que tu disais quand tu as perdu la voix tout à l'heure, c'est de reprendre le pouvoir. Parce que tu disais que c'est parti d'une frustration, et je pense que la frustration, on la connaît tous, celle-là. Enfin, nous tous ici, en tant qu'être humain, en fait, et de ne pas être reconnu, etc. Et c'est peut-être là la force de l'artiste, encore une fois, je reviens sur ça, c'est de reprendre le pouvoir et de transformer cette frustration en une arme, peut-être, on ne va pas utiliser de termes violents, mais en une force, en un outil très très puissant finalement. Et on est là pour ça, et pour ça, merci. Et on a hâte de voir ça en tout cas. Ah ouais. Ouais, faut qu'on travaille dur, hein, Virak. Il est pas content. Lindan et Léana, vous avez réalisé aussi. Tu as réalisé t'es passé pas encore? Ok. Lindan et Léana, si vous avez quelque chose à partager sur la réalisation. Non, mais moi, j'ai trouvé ça très reposant parce que j'étais derrière la caméra. Je n'avais pas à être au maquillage, à me paraître. C'était assez reposant de en fait, se focaliser sur les autres. J'ai eu l'occasion d'écrire aussi. J'ai trouvé ça très difficile, très solitaire. J'ai adoré en fait, le moment sur le plateau. Mais c'est dur. Je trouve ça très 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 dur de réaliser en fait, parce qu'en fait tout le monde vient c'est notre bébé quoi. Et il faut être très fort pour savoir ce qu'on veut, parce qu'il y a plein de gens qui vont arriver qui vont dire mais tu veux pas faire ça et ça il faut choisir. Et j'ai trouvé ça très difficile, mais j'aimerais bien le refaire. Ok, trop bien. Alors pour moi, ça a été un peu plus difficile parce que je me suis lancé le défi de réaliser dans le cadre de Nikon. Et à chaque fois, ça a toujours été un peu à l'arrache en termes et d'écriture et d'organisation. Donc j'ai pris la casquette et du premier et du dire prod et de machin. Donc c'était vraiment laborieux, mais j'ai adoré. J'adore. Enfin, je vais recommencer, c'est certain. Après, c'est vrai que diriger des acteurs, moi en tant qu'actrice, c'est un autre métier, hein, la direction d'acteurs et d'actrices, ça n'a rien à voir. Faut trouver les mots, faut trouver, même si j'ai ma vision, je sais ce que je veux, je sais ce que j'attends, faut être connecté à l'autre, et c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ça s'apprend. Ça s'apprend. J'ai dû diriger ma mère. Oui, Oh, comment c'est chaud, les gars, diriger une maman vietnamienne en Viet. Ouais, puis c'était très très cool, mais parce que pour rejoindre les sœurs, c'est que ce qui est cool quand même sur le plateau, c'est que c'est cette ambiance aussi, cette connivence, ce truc de colo, tu sais, cette mission. Tous ensemble sur un projet commun. Et c'est surtout très drôle avec Sébastien Kong.
C'était exceptionnel et c'est mes meilleurs souvenirs de tournage, ça. Et ouais, j'ai hâte d'y retourner, c'est clair. En 2 mots, quelles sont vos actualités? Ce qu'on peut attendre de... On en a un peu parlé, donc si vous n'avez rien à rajouter, ouais, voilà, si vous avez quelque chose à dire, pour que... voilà. Bah, moi, j'ai mon spectacle à la rentrée. Et puis, j'ai le film de Guy Ritchie, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça fait Fountain of Youth. Sur Apple TV. Sur Apple TV, ouais. Non, j'ai un spectacle et j'ai ce film-là. Et donc, voilà. Moi, je fais mes dernières au théâtre là jusqu'au 29 juin. Je suis au Splendide dans Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Écrivez-moi sur Insta, je vous mets des détaxes parce que c'est cher le théâtre privé. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est une super pièce, c'est un mélo. On rit, on pleure. Je joue 5 rôles différents, c'est un bonheur. C'est une pièce vraiment qui a changé ma vie. Et là, je vais lui dire au revoir à cette pièce. Ça va être un peu difficile, mais c'était génial. Et je suis sur Teva dans un programme court qui s'appelle Intérimaire, où là, c'est de la comédie pure et je me suis éclatée. Et à la rentrée, je ne sais pas trop à quelle sauce je vais manger, mais j'ai un projet d'écriture. J'ai écrit une pièce de théâtre et je pense que je vais essayer de la monter en 2026. Donc, je vous tiens au courant. Bravo. Voilà. Eh bien, moi, on en a parlé, mais j'ai un film, donc Les Tourmentés, avec Ramzy Bedia et Annie Schneider, qui est réalisé par Lucas Belvaux, qui sort le 17 septembre en salle. Et un mois après, il y a Kaamelott aussi, mais ça, on en reparlera. Mais c'est important, en fait, que vous alliez au cinéma et que vous souteniez les projets des uns et des autres, parce que c'est comme ça que ça marche, malheureusement, c'est les chiffres. Et donc, quand il y a quelqu'un française d'origine asiatique, allez-y, même si c'est un petit rôle, même si c'est un grand, il faut y aller. Et c'est comme ça, et en parler. Et c'est comme ça qu'on aura plus, en fait, de décideurs et de projets qui racontent nos histoires. Il y a Astérix qui est sorti sur Netflix récemment. Pour ceux qui veulent regarder ou vous regarder, si jamais il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Ouais. Moi, je suis en tournage sur une série, donc Netflix, tu l'as dit tout à l'heure. J'ai Jeanne qui sortira, je pense, en 2026, début 2026. Et pareil pour le film de Yann Gozlan, je pense qu'il sortira 2026. Et je continue à écrire, j'essaye de développer une série. Et je suis en coécriture avec Sébastien, je te le vois, le Steve. Voilà. Ouais, donc voilà. On a encore 10 petites minutes si vous avez des questions à poser à nos invités. On a un micro qui circule. Déjà, merci beaucoup pour tous vos parcours. Une histoire d'amour incroyable. Le seul en scène de Steve Tran, il est incroyable. Faut le voir aussi. C'est vraiment très très bien. La cuisine d'Nguyen, c'était extraordinaire aussi. Un parcours beaucoup d'inspiration. C'est vraiment très inspirant pour nous, jeunes comédiens, comédiennes qui avançons dans ce milieu. Moi, j'ai une question pour Linda Femme. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué en fait quand j'ai commencé. C'était Le Bal des actrices, où il y avait une espèce de mise en abîme très importante. Donc on parlait du rapport aux parents. Et je voulais savoir, du coup, connaissant ton histoire avec tes parents et comment ils t'ont amené au cinéma, parce que pour vous expliquer un petit peu dans la scène, c'est un repas de famille qui est absolument affreux, où les parents s'expriment sur le milieu, sur le métier, elle n'a absolument rien à faire dedans. Et elle subit tout ça, elle écoute tout ça, et c'est juste incroyable en fait. C'est vraiment le malaise qui nous inspire tous quand on n'est pas soutenu par nos parents justement sur ce métier. Et je voulais savoir quelle est la part de fiction en fait qui a été travaillée justement avec Maïwenn pour créer cette espèce de mise en abîme dans le film. Est-ce que tu jouais ton propre rôle à peu près? Attends, avant que je réponde, il y a tonton Yip qui est là. Qui joue mon papa. Qui joue le père à ce moment-là. Qui joue mon papa de cinéma. Qui fait d'ailleurs une carrière internationale dans The Accidental Getaway Driver. Ouais, super. Maïwenn, elle est très douée. En fait, elle a voulu me rencontrer et la condition pour que le rendez-vous ait lieu, c'est qu'on ait vu ses films. Donc j'ai vu ses films, j'ai trouvé ça formidable. Et elle te parle, elle prend un petit peu. Et donc comme ça s'appelait le bal des actrices et qu'elle voulait avoir des profils différents, c'est vrai, elle a gardé cette anecdote que je lui avais donnée, parce que c'est vrai que mes parents, quand j'étais ado,
et que j'invitais des gens pour venir manger à la maison, me parlaient en vietnamien en les critiquant. Et je me rappellerai toujours, un jour, un copain est arrivé, parce que je lui avais tellement parlé du pho, de mon père, tu vois, qu'il est venu, il a mangé, mais c'est quelqu'un qui parle très peu, c'est un taiseux, mais il avait adoré. Et mon père était là et dit, celui-là, il ne reviendra plus jamais. Hein. Et donc, elle a gardé ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à Steve aussi, quand tu disais que tu faisais changer les choses, dans le scénario de My Wen, en fait, elle avait mis la famille très stéréotypée dans le 13e, avec des parents qui parlent très mal français, tu vois. Et j'ai dit, mais non, en fait, on n'est pas que ça. Donc du coup, elle nous a mis dans le 16e, dans un appartement très bourgeois. Donc quand vous voyez le film, c'est une maison normale, quoi, en fait, un appartement normal, avec des parents qui parlent un français un peu châtié, quand même. Et donc voilà, c'est important aussi, on a une voix, on peut le dire. Après, s'il ne change pas, c'est pas grave, mais on l'aura fait. C'est tout. Après, c'est vrai qu'on est tributaire, on n'est pas producteur ou scénariste, mais si on peut dire, on le dit. Du coup, j'ai une question sur, vous avez toutes et tous un peu touché quand même à la mise en scène, à la réalisation et tout ça. Et j'imagine que vous allez peut-être prendre la question, mais si vous devez choisir entre les deux, qu'est-ce que vous choisirez entre la réalisation et l'acting? Et est-ce que dans les prochains trucs que vous ferez, est-ce que vous parlerez d'histoire descendante ou pas du tout? Moi, dans la réal, oui, définitivement, oui. Des asiodescendants, j'en parlerai, oui. Après, j'ai encore beaucoup de plaisir à jouer, donc j'aimerais bien pouvoir faire les deux. Moi, je copie sur Lindan. C'est que oui, j'adore jouer, mais mon plus gros kiff, ce serait de raconter... vous savez, en France, ils ont eu un indigène avec les tirailleurs africains. Et j'aimerais qu'on ait aussi notre indigène à nous, qu'on raconte un peu comment ça s'est passé à l'époque, voilà, pour nos aînés, pour nos anciens. Et ouais, oui, raconter des histoires d'asio-descendants complètement, et avec ce qu'on fait avec Sébastien, Laura et Miracle. Mais sans être communautaire. Ah bah non, absolument C'est-à-dire pas. que représenter Non, la raconter. France, quoi. Exactement. Comme ce que fait Justin Chon, par exemple. Et Blue Bayou, s'il vous plaît, regardez-le. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai pleuré comme une madeleine. J'ai adoré ce film. T'es merveilleuse dedans, Lindan. Vraiment, si vous avez l'occasion de regarder Blue Bayou, c'est génial. Mais évidemment, inclure tout le monde et de pas faire... on va pas faire un Black Panther asiatique, quoi, tu vois. On peut aussi. Tu veux faire les Yellow Tiger? Ouais, l'idée, c'est ça, c'est que finalement, on puisse tout faire, tout se permettre, se planter, faire des films de merde, au moins avoir la place de le faire, comme tout le monde, en fait. Et pourquoi pas, en fait? C'est possible. Avec des moyens français, pourquoi pas? Voilà. Avec des moyens tout court. On va chercher de l'oseille là-bas. Allez, on va chercher de l'oseille, les gars. Et toi, Ah, pardon. Black Panther, moi, je pourrais pas faire de choix, j'adore les deux. Je me sens pas prête, par contre, à réaliser et jouer les choses que je réalise et que j'écris. Raconter des histoires d'asio-descendants, plus celles de notre génération, ce qu'on vit nous, plutôt que celles de nos parents, parce que je me sens pas légitime de ça. Peut-être un jour, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des gens de notre communauté dans mes films, ça c'est certain. Merci. D'autres questions? On a encore un peu de temps, 5 minutes. Une là. Okay. Moi, je suis très sensible à vos voix, du coup, parce que je suis plus dans l'animation, et dans l'animation, on ne vous voit pas, on vous entend. En fait, j'ai deux questions. Parce que là, je ressens, parmi vous qui êtes assises, je ne vous trompe pas, vous deux, pour moi, vous dégagez une forme d'aura, et en fait, je vous pose cette question parce que la prise de vue réelle m'intéresse beaucoup. Je ne viens pas de là, moi je viens de l'animation. Et est-ce que par rapport à ce que vous dégagez, les rôles que vous aimez interpréter sont un petit peu dans cette ligne-là, la ligne de cette aura que vous dégagez, ce que vous avez l'impression d'être en tout cas. Ou est-ce que, en tant que comédien, comédienne, le challenge, la question elle va être biaisée si je la pose comme ça. Mais en gros, si je jouais complètement autre chose,
c'est souhaitable aussi ou pas. Je préfère poser la question de cette façon-là. Ensuite, deuxième question, comment il faut se comporter avec vous dans le sens où, en fait, comme je viens de l'animation, on a bossé ensemble avec Chris. Moi, j'ose pas trop brusquer les comédiens et les comédiennes. Des fois, les prises sont pas forcément bonnes, on fait recommencer. Et en vrai, j'ai envie de faire recommencer plein de fois. Bon, évidemment, je suis limité par le budget. Et si un jour, Inch'Allah, je bascule en prise de vue réelle, parce que j'aimerais beaucoup. En fait, il y aura la donnée visuelle, en fait. Il y aura donc le jeu que les comédiens et comédiennes vont proposer. Et ça va imposer une donnée supplémentaire que je vais devoir apprécier et donc juger, critiquer et éventuellement demander à refaire en plus de la proposition vocale, en fait. Et donc, jusqu'à quel point on a le droit de vous dire c'est pas bon, etc. Je vous pose la question de manière vraiment très naïve, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me fait flipper, j'ose vraiment pas. Et ça m'arrive très souvent sur mes films de dire c'est bon, c'est bon. Alors qu'en vrai, ça aurait peut-être pu être mieux. Voilà. Mais ça, c'est la place que le chef prend, que le réalisateur Rhys prenne par rapport à son projet, en fait. Après, c'est vrai que c'est délicat, faut être à l'écoute. Moi, j'apprécie toujours. Je sais qu'il y a des choses délicates comme ça, souvent, qui se posent au projet, mais moi, à partir du moment où je m'investis dans un projet, je dis à la personne, OK, je suis à ton service. Je veux que la parole que tout soit clair, que tout soit dit. En faisant ce métier, j'ai appris aussi à beaucoup mettre mon ego de côté, en gardant bien sûr, évidemment, parce que c'est important, mais tout ce qu'il faut. Et c'est ce qu'on apprend quand on est sur les planches, quand on est à l'école, enfin quand on se forme, c'est des choses qu'on apprend. Donc je pense que c'est important quand tu réalises, et je l'ai appris quand j'ai fait mes Nikon, de mettre les choses à plat tout de suite, de dire OK, qu'est-ce que tu acceptes ou pas d'entendre. Est-ce que voilà, c'est aussi de voir comment la personne en face de toi peut réagir. Et la première question, c'était ton emploi, quoi. Ah, de mon emploi. Ouais. Moi j'aime aller dans ce que je suis, mais je préfère aller à l'inverse. Ça m'amuse plus. Je fais ce métier parce que j'ai une angoisse du quotidien et de la routine. Du coup, j'aime être ce que je ne suis pas. Et c'est ce qui me donne envie. Par contre, j'ai pas l'impression que, pour l'instant, les metteurs en scène, les réalisateurs et les réalisatrices que je rencontre ont cet imaginaire. Souvent, je suis prise pour ce que je dégage. Sauf avec Stéphanie Kong, qui me connaît très bien. Donc, dans son film, j'interprète une nana un peu plus légère, un peu plus en l'air, enfin voilà, qui est complètement... C'est toi, quoi. Non, qui est très loin de moi. Mais ouais, ça demande un travail, et c'est beaucoup plus excitant quand on va à l'inverse, justement, parce qu'on a l'impression de faire plein de choses, de découvrir d'autres choses, d'explorer des choses qu'on n'a pas l'occasion d'explorer dans notre quotidien, en tout cas pour ma part. Mais est-ce que tu dirais pas que le personnage existe aussi parce que tu as apporté ta personnalité là-dedans, quoi? Ma personnalité et ma vision, bien sûr. Exactement. Oui, donc, oui. en fait, donc finalement, dire que c'est à l'inverse sur le papier, c'est quand même le même exercice finalement que d'apporter toi ton expertise, ta connaissance, c'est ton métier, donc d'apporter ton humanité dans ce personnage. Oui, parce que le personnage, enfin tu prêtes ton enveloppe au personnage quoi qu'il arrive. Voilà. Donc forcément, faut toujours que tu le ramènes vers toi. Mais quand je parle d'une personne au quotidien, c'est par exemple le rôle dans Astérix. Je vais pas me taper tous les jours, je suis pas vénère tous les jours, mais ça existe en moi. J'ai été chercher en moi. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'étais complètement usée de toute cette violence, à devoir toujours être dans la force de quelque chose. Mais c'était hyper intéressant aussi, parce que en regardant des films, comme tu disais, Lindan, c'est très important. Je me suis inspirée de plein d'actrices qui ont pu interpréter ce genre de femmes au cinéma. Est-ce que vous avez des réponses à apporter? Pour te répondre, Denis, oui, comme je ne sais pas fabriquer, et pour moi, fabriquer, c'est le pire des trucs pour un comédien.
comme j'incarne, forcément, il y a toujours un petit bout de moi dedans. Et dans toutes les collaborations que j'ai pu avoir, il est vrai que certains réals sont venus me chercher par rapport à ma nature et ce que je pouvais apporter. Donc du coup, ça a apporté un truc de très réel au personnage qu'eux avaient imaginé en l'écrivant. Donc c'est cool, parce que du coup, ça se joint très bien. Et pour le deuxième point concernant ta façon de nous aborder, ou cette crainte-là, moi, comme Léana, j'ai de l'ego, mais pas trop. Et sur un plateau, l'ego, je le mets dans ma loge. Et parce que je considère que je suis là au service d'un film, au service d'un réal. Et j'aime être challengé, en fait. J'ai besoin que tu me dises, écoute Steve, c'était éclaté, là, recommence. Et de bosser. C'est ça qui m'intéresse, en fait, finalement. Voilà. Pour la direction des acteurs et des actrices, le seul conseil que je peux te donner, c'est de communiquer avec eux au début. Et en fait, d'être très, je pense, candide, de dire voilà, en fait, moi j'ai besoin de faire beaucoup de prises. Il se peut que je vais peut-être te demander de faire beaucoup de prises. Je veux pas que tu le prennes mal. On travaille, on cherche. C'est peut-être que moi je ne sais pas. Et en fait, d'établir un dialogue avec ces actrices, c'est vraiment important parce que ça montre que c'est pas parce qu'on refait que c'est un échec, c'est qu'on cherche en fait. Et moi j'ai travaillé avec des réalisateurs qui faisaient beaucoup de prises, mais ils nous prévenaient. Et voilà, moi je fais beaucoup de prises, je vous préviens, voilà. Et rien que ça, en fait, ça détend tout le monde parce qu'on sait que c'est pas parce qu'on a mal travaillé, c'est parce que c'est sa façon de faire. Je pense que si tu prends pas tes acteurs et tes actrices par surprise, déjà, je pense que ça peut apaiser les relations. Et puis toujours bien communiquer et puis être respectueux. Et puis tu sentiras quand ça coince, c'est le moment où voilà, la limite, je pense qu'elle se pose naturellement aussi. Et sinon, pour la question des rôles, moi, je crois quand même que tous les rôles qu'on m'a proposés, que j'ai décrochés aussi, sont des rôles qui me ressemblent. Il y a quelque chose de moi dans tout ce que je joue. Et c'est difficile pour moi de m'éloigner trop de ce que je suis. Mais bon, après, par exemple, j'adore varier les genres. J'adore la comédie, alors qu'au prime abord, on m'a toujours beaucoup proposé plutôt du drame. Mais même dans la comédie, je vois bien qu'il y a toujours une part de Claire qui est derrière, quoi. Voilà. Je pense que c'est pas très conscient, en fait. En tout cas, moi, j'ai pas de stratégie, de plan de carrière, en fait. Quand on me propose quelque chose ou que je lis quelque chose, soit ça me fait peur et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va me faire aller plus loin que ce que je connais. Et soit c'est nul et puis voilà, je passe à autre chose. Mais c'est pas conscient, en fait, c'est très instinctif. Et on met toujours quelque chose de soi, même si c'est loin, parce qu'il faut trouver un truc, une connexion. Et de toute façon, si on fait bien notre boulot, on peut se fondre dans n'importe quel rôle. Et par rapport à ce que tu disais, comment appréhender les comédiens, ce que j'ai appris en réalisant, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher, parce que quand tu te retrouves à la table de montage et tu n'as pas ce qu'il te faut, c'est mort. Tu ne peux plus rien faire. Donc, sans violenter les gens, c'est du travail. Il faut travailler dans le respect et la bienveillance. Moi, je considère aussi comme je suis au service du réal ou de la réal. Et voilà, c'est tout. Fincher, il fait 20 millions de prises. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un point, ou je sais pas, où le verre qui n'était pas assez à droite, à gauche. C'est pas grave. On le refait. Après, si tu nous fais un film de merde, d'accord, là, plus jamais. Mais si ça vaut le coup, ça vaut le coup. Justement, j'avais même l'impression que justement, le métier de réal et le métier d'acteur, c'était pas pareil parce que moi-même, j'ai travaillé avec des réals qui jouaient dedans. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas le même... ils développaient même pas la même activité parce que quand ils étaient réals, au montage, ils essayaient d'écouter ce qu'ils voyaient, tandis que quand ils jouent, c'est très difficile. Oui, c'est ça. C'est passer de l'un à l'autre, c'était... C'est un grand écart, en fait. On a une dernière question. Par ici. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et je voudrais revenir sur l'anecdote de Street Run. Pardon, j'ai mal dit. Ouais. Quand le réal te demande d'apprendre un texte en 20 minutes,
quels sont tes états d'esprit, comment tu te focuses, et aussi pendant la prise, est-ce que tu as le droit, par exemple, d'improviser ou il faut vraiment être carré Là, pour le coup, j'ai essayé d'être carré. Parce que c'était Guy Ritchie et c'était mon premier truc dans une autre langue que le français, tu vois. Et j'étais stressé de fou. J'avais super peur, mais je sais pas, l'instinct de l'urgence face au mur, bah t'es là et hop, ça rentre. Et j'ai eu la chance d'avoir John Krasinski qui était adorable. C'est que il m'a vu comme son collègue, il a pas fait la star et on a fait des italiennes ensemble, on a bossé ensemble un petit peu. Et ouais, c'est l'urgence en fait. T'es dans l'urgence et il faut bien faire, tu vois. Mais il faut savoir que dans ces séquences-là, quand même, Guy Ritchie était assis, il me regardait quand on a tourné la deuxième séquence et que Nathalie Portman et toute la clique me donnaient le off. Ah ouais. Ouais, et ils étaient restés tous à genoux. C'était pas des... Non, c'était pas des doublures, c'était eux. C'était pas de Et donc ils étaient juste comme ça en train de me regarder. Et c'est du respect, ça. c'est du respect de collègues. Et pour moi, c'était une flip de ouf, mais que je voulais pas montrer. Tu vois, et non, ça fait peur. Mais je pense que ça challenge le fait qu'on soit en mode. On vit pour ça, arrête. Ouais, c'est clair. On est challengé. On dit, vas-y, on va le faire. On va le faire. Et ouais, non, très très peur. Et voilà. C'était D'où l'importance d'être toujours prêt, en fait. Ouais, c'est d'être préparé. Et d'être préparé. C'est d'être préparé. Comme je t'ai dit, tu sais, comme je vous ai dit, en faisant des castings, en travaillant en casting, j'apprends des textes tout le temps. Mon cerveau est entraîné. Je fais que ça, en fait. Donc, du coup, ça rentre vite. Voilà. Comme dirait l'autre... On dirait les tontons dans les repas, comme dirait l'autre. Hein. Comme dirait l'autre. L'opportunité, c'est quand la chance rencontre la préparation. Ouais. Donc voilà. Food for thought. Merci d'avoir été là ce soir. C'est le mot de la fin. Et puis, donc c'est filmé. Ce sera diffusé sur les réseaux une fois que ce sera monté, etc. et validé. Merci.